Je ne crois pas qu'on y arrivera. On va dire beaucoup, beaucoup de bêtises. Ou alors, on va faire des trucs monstrueux. C'est-à-dire, on va vendre du texte comme on vend de la lessive. Ça risque d'être embêtant. Si je peux juste rebondir sur cette intervention. Dans la musique, il a été vérifié et de plus en plus vérifié qu'il n'y a pas de recette. Et pourquoi il n'y a pas de recette? Parce que justement, ce qu'on met dans le grand vasque des contenus sont en fait une somme d'interactions émotionnelles entre un créateur et son public, et dont il est parfois difficile de saisir la teneur et éventuellement et d'en dériver la valeur. Donc dans la musique aussi, même si on a l'impression, là aussi d'un point de vue très général, que iTunes a imposé un modèle de consommation, parce que ne serait-ce que pas, c'est ce que reflèterait sa part de marché, ce n'est pas le cas. Il y a une multitude de formats à développer. C'est aussi ce qui coûte cher, c'est qu'il faut plutôt mettre en œuvre un ensemble de combinaisons et trouver à chaque fois la bonne combinaison pour essayer de capturer ce lien qu'il y a entre un créateur et son public. Et dans la musique, que ce soit dans le numérique ou ailleurs, on ne vend pas évidemment de la même façon un album de musique classique ou un single de hip-hop. Donc je pense que c'est assez commun, c'est ce qui rend aussi l'exercice complexe. Mais c'est par contre là où je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est aussi ce qui fait la valeur et le rôle d'un producteur, ou je suppose d'un éditeur dans le livre, parce qu'on a l'impression que de l'extérieur c'est très très simple tout ça, on met des choses dans des tuyaux qui sont tout de la même façon. Et ben je pense que dans la littérature c'est comme ça, mais dans la musique c'est pas comme ça. Chaque album, chaque enregistrement, chaque artiste est évidemment traité de façon spécifique et doit être traité de façon spécifique, sinon